Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum Mali. Comment en est-on arrivé là? C'est ce dont nous parlons avec au plateau deux personnes ressources. Théophile Amouzou, il est consultant en gouvernance et démocratie, et David Ourdagnata, il est homme politique. Nous rappelons que vous pouvez dès maintenant nous écrire pour poser toutes vos questions sur le cas du Mali. Sur le cas du Mali, posez vos questions au plus 228 96 46 10 31. La fermeture des frontières est-elle légale ou illégale selon vous? La CEDEAO a-t-elle pris ces sanctions sous la pression de la France? Ces sanctions sont-elles applicables ou appliquées sur le terrain? Parlez-nous de votre expérience. On va commencer tout de suite avec le plus 229 95 25 75 plus 229 95 25 75. Notre ami nous dit pourquoi la CEDEAO joue à la politique de surdité et de cécité pour les troisièmes mandats de certains chefs d'État et bande les muscles contre le Mali, dont le peuple vit le martyre depuis plus de 10 ans. La CEDEAO était tout quand les djihadistes occupaient le nord du Mali. David Ouna, est-ce que la CEDEAO ne pousse pas ses citoyens vers ces genres d'outrance? Parce que, quand même, il faut reconnaître que la CEDEAO a envoyé des troupes au Mali pour combattre le djihadisme. La CEDEAO se bat à sa manière pour quand même l'enracinement de la démocratie dans ces pays. Oui, la CEDEAO peut faire davantage. Et les citoyens attendent davantage de la CEDEAO et c'est de bonne guerre. Et c'est à elle de prendre ses responsabilités, d'agir de façon à être beaucoup plus proche des citoyens. Il faut que la CEDEAO, dans ses actions, soit acceptée, qu'elle soit plutôt la CEDEAO des citoyens qui vivent dans la communauté, et au lieu qu'elle soit perçue comme, entre griffes, un syndicat de chefs d'État, comme le disent certains. Je ne crois pas qu'elle le soit sur d'autres aspects. La CEDEAO fait du bon boulot dans le secteur de l'environnement, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la santé, dans le secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'éducation et autres. Donc, il y a d'autres les aspects importants qui cloche un peu. Il faut qu'on puisse réfléchir profondément pour réorienter les actions afin de rendre l'institution réellement forte. 91 62 16, 91 62 16. Salutations à vos invités. Alors, exprimant les vœux de santé et de prospérité. Richard Tagba, le fidèle depuis Cara. Ma question reste de savoir, on a à cœur de servir l'intérêt supérieur de la population, comme on le dit souvent, mais pourquoi, à un moment donné, on ne peut pas se dire, nous avons tous échoué, changeons de stratégie pour réussir? Ces sanctions sont-elles véritablement la meilleure option pour sortir le Mali du chaos? Théophile Amouzou. Bon, comme je l'avais déjà dit, les sanctions ne sont pas appropriées pour un pays enclavé, sans littoral maritime, et un pays qui connaît déjà la crise sécuritaire dans le pays, dans une grande partie du territoire, où on ne peut pas produire comme il faut. Est-ce que les sanctions sont appropriées? Non, les sanctions ne sont pas appropriées. Maintenant, comment faire pour que cette décision qui a été prise soit revue? C'est que des deux côtés, nous avons constaté que les autorités de transition au Mali sont assez ouvertes disponibles pour revoir le calendrier qu'ils ont eu à soumettre et peut-être revoir un peu vers moins de temps qu'ils sont en train de demander, qui sont issus des assises nationales pour la rénovation. Mais également, la CEDEAO et l'UEMOA doivent revoir un peu les sanctions, comme on le dit souvent, mettre un peu d'eau dans leur vin pour ne pas être trop exigeant dans la manière d'appliquer ces sanctions, pour donner un peu de chance à ce que le Mali puisse sortir de cette situation. 90 36 81, 90 36 81.
Ma question est celle-ci. Si la junte organisait les élections, une fois le gouvernement mis en place, ce gouvernement ne sera-t-il pas en mesure de mettre en place les réformes dont vous parlez? À mon humble avis, la junte devrait céder le pouvoir aux civils et se charger de reconquérir les territoires qui sont sous les mains des terroristes. David Ouattara. Non, je pense que les civils étaient au pouvoir. Le coup d'État, ce coup d'État est un coup d'État motivé. Et il pose un problème d'échec des politiques. Ah oui, parce que, vous savez, il y a quelque chose qui surprend ces derniers temps. Ce qui surprend, c'est le fait que les populations soient prêtes à saluer les coups d'État. Et quand les populations saluent les coups d'État, c'est qu'il y a échec quelque part. Il y a échec quelque part. Le pouvoir civil qui était en place était foncièrement corrompu. Et c'était clair pour tout le monde. Le pouvoir qui était en place sa légitimité était un peu douteuse. Sinon, on aurait eu des réactions après le coup d'État. Vous voyez quelqu'un qui vient de sortir d'une élection, qui l'aurait gagné brillamment, qui est déposé aussi facilement sans que ses militants ne manifestent. Cela appelle à s'interroger véritablement sur la sincérité de sa victoire aux élections. Vous évoquez le cas guinéen. Le cas guinéen, le cas malien également, parce que Ibeka venait de remporter une élection. Il y a un problème de gouvernance qui est là. Et donc, la junte a fait un coup d'État pour des objectifs. Elle doit atteindre ces objectifs-là. Et je pense que c'est ce qui est retenu dans la feuille de route issue de la concertation nationale. Il faut faire les réformes pour que le pays soit mieux géré après, pour éviter qu'à un moment donné, d'autres personnes aient envie de faire encore un coup d'État. Il faut faire des réformes pour que les institutions soient solides, pour que la gouvernance économique soit transparente, pour que les politiques publiques soient orientées dans l'intérêt des populations. 90-54 69, 90-54 69. Bonsoir le plateau, félicitations aux deux invités. Moi, je me pose la question de savoir où était la CEDEAO lorsque la junte militaire s'installait au pouvoir. Proposer un chronogramme à la junte, ne revient-il pas valider le coup d'État par cette même CEDEAO? Je soutiens l'aîné Ourna Niatta. Ce qui fait mal aujourd'hui aux peuples africains, c'est constater qu'il y a une main cachée de la France derrière ces sanctions. C'est Faustin qui nous écrit. Théophile? Oui, la CEDEAO était où quand la junte est arrivée au pouvoir? La CEDEAO était là, mais nous avons parlé de coup d'État. Ça veut dire quelque chose qui surprend, qui a surpris tout le monde, et ils sont arrivés, mais il y avait déjà la rue, et qui était contre Ibeka, qui réclamait le départ de Ibeka, qui réclamait la lutte contre la corruption, qui réclamait également qu'on puisse doter l'armée de moyens pour pouvoir combattre le djihadisme et tout. Et la rue, et les gens étaient déjà dans la rue et qui réclamaient le départ de Ibeka avant que la junte ne profite de la situation pour prendre le pouvoir. Mais peut-être en filigrane, ce que les téléspectateurs voulaient savoir, est-ce que la CEDEAO n'aurait pas dû être plus ferme dès le départ? Et ferme par rapport à quoi? Puisque la junte s'est installée au pouvoir et dit « je veux discuter avec vous ». Et c'est qui poser des conditions draconiennes pour oui, mais ils quitter détenaient le pouvoir, déjà le président. L'État comme cela a été fait ailleurs. Mais ils ont pris le pouvoir et le président Ibeka, son premier ministre et beaucoup de ministres étaient déjà détenus. Ils vont négocier avec qui? Sinon la junte. Donc la CEDEAO était obligée de discuter avec la junte. La junte dit voilà notre chronogramme, voilà comment nous allons procéder pour pouvoir organiser les élections. La CEDEAO dit il faut organiser ça dans le délai, fixez-nous un délai, on dit 27 février, pour contenter la CEDEAO. Un délai qui n'est pas tenable. Nous savons tous, pour ceux qui sont dans l'organisation des élections,
que pour organiser des élections générales, il faut au minimum 1 an et demi. Bien Oui, sûr. mais dans un pays normal. Dans un pays normal, il faut 1 an et demi pour pouvoir organiser des élections. Et maintenant, dans un pays qui a des problèmes, Dans un pays qui est en crise sécuritaire, dans un pays où les gens avaient perdu tous les repères, dans un pays où les rapports du vérificateur national sont mis de côté pour qu'on ne puisse pas poursuivre les gens qui détournent l'argent, dans un pays où la dotation à l'armée pour s'équiper est détournée, oui. dans un pays où on commande 6 avions, on reçoit 2 avions, des avions vétustes qui ne peuvent même pas voler, dans un pays où on commande des hélicoptères, on ne les a pas dans les délais pour que l'armée puisse travailler. La population se sent trahie. Et la population, donc, face au coup d'État, a accompagné la junte qui est arrivée. Eh bien, une question. Mais la CEDEAO n'a pas réagi. En tant qu'expert sur les questions d'élection, si vous étiez consultant au Mali, on vous demandait un délai raisonnable pour organiser les élections, que diriez-vous, sans pression hein? Sans pression, dans les conditions actuelles et avec le rapport qui est sorti des assises nationales de la refondation, il faut aller dans un délai de 3 ans. C'est tout. 3 à 4 ans. Tout à, non, 3 ans. C'est 3 ans. 3 ans maximum. 3 ans minimum. Oui, 3 ans, 3 minimum, ans, tout 3 ans. en donnant les moyens à l'armée de pouvoir contenir les djihadistes dans le nord du pays. Et à pouvoir gérer également la zone des 3 frontières. Donc le calendrier des autorités de transition, ce n'est pas exagéré. C'est pas exagéré, c'est pas exagéré en soi. Et la preuve, ils ont dit entre 2 et 5 ans. Donc un délai de 3 ans pourrait leur permettre, parce que les réformes déjà pour arriver à un organe unique de gestion des élections, c'est déjà fait. Maintenant, il faut aller vers les réformes constitutionnelles. Si on organise le référendum, ça va ouvrir la voie à de bonnes élections. 91 84 02, 91 84 02. Félicitations aux invités pour leur point de vue clair. La CEDEAO, en prenant ses sanctions, a pensé aux autres colonies vivant au Mali. Il veut parler des ressortissants des autres pays, hein, puisqu'il y a les autres colonies au Mali, par exemple les Togolais, les Burkinabés et les Béninois. Jonathan, depuis Sotoubois. Oui, c'est le même problème qui est posé. Nous avons assez de compatriotes au Mali et je pense que ces compatriotes seront victimes au même titre que les Ivoiriens qui sont au Mali, au même titre que les Burkinabés, les Nigériens qui vivent au Mali. Cette sanction n'arrange personne. Cette démarche est contre-productive et comme nous n'allons jamais cesser de dire qu'il faut revoir les choses. Et pour la question des élections, comme le dit Théophile, il faut 3 ans. Et il faut que nos concitoyens comprennent, quelqu'un a posé une question. Il y a des réformes que des élus ne peuvent pas opérer, ou bien ont de la difficulté à opérer parce qu'ils ont besoin toujours d'entretenir l'électorat. Je suis un politique, je dois le dire. Mais quelqu'un qui est arrivé par un coup d'État et qui doit partir, il est en mesure de faire ces réformes-là. Donc, il faut laisser le pouvoir actuel opérer les réformes fortes et laisser le pouvoir civil venir continuer ce qui est faisable politiquement et autres. Donc, il y a certaines réformes qui méritent d'être opérées par la junte au pouvoir actuellement avant son départ pour que le pays puisse redémarrer sur de bonnes bases, pour que ceux qui viendront au pouvoir aient un bon socle pour mieux gérer le pays. Ismaël Titi, plus 223 78 08 25, plus 223 78 08 25. La CEDEAO s'est tiré une balle sur sa propre cuisse en deux. Elle est tombée dans son propre piège parce que la junte malienne a donné une fourchette de 6 à 5 ans. Alors que si la CEDEAO veut voir un civil à la tête de ce pays, pourquoi ne pas l'aider à organiser les élections en libérant son territoire des terroristes? Avant, une partie de la population était contre le coup d'État, mais actuellement, les Maliens ont fait bloc derrière la junte pour dire à la CEDEAO que réglez votre propre problème avant de nous sanctionner. Le plan Y
va bien fonctionner. Je m'explique, la Guinée, la Mauritanie et l'Algérie. À bas la CEDEAO, c'est Ismaël Titi qui nous écrit. Non, vous voyez, toutes les interventions montrent l'illégitimité de la décision de la CEDEAO. Si vous pouviez ouvrir vos antennes à tous les concitoyens ou bien les populations de la CEDEAO, à 95%, vous aurez les mêmes réactions. Donc, à partir du moment où ces décisions sont illégitimes, les responsables de l'institution sont tenus de prendre leurs responsabilités dans les meilleurs délais. Aussi, j'aimerais inviter nos concitoyens et les populations de la sous-région à éviter de trop s'acharner sur nos chefs d'État. L'enjeu est plus élevé. Il faut les soutenir et les pousser à aller dans le sens que nous voulons. Nos présidents, nos chefs d'État ont besoin de nos soutiens dans la lutte qui est en train d'être menée. Les positions officielles sont là, mais les réalités se vivent également. À nous, population de la CEDEAO, de faire preuve de lucidité et d'intelligence pour que la lutte qui a commencé puisse aboutir à un meilleur résultat pour tous. 91 83 54 91 83 54, c'est Roger depuis Lomé. Bonjour au plateau de New World Forum. Tous mes respects à monsieur Ournanyata, c'est bien Ournanyata, pour son analyse réaliste de la situation au Mali. Ce qui contraste avec certains compatriotes appelés analystes politiques qui s'accrochent au coup d'État militaire pour se réjouir des sanctions contre le Mali. Il faut aller en profondeur dans les analyses pour comprendre les enjeux géopolitiques de l'heure, au-delà du coup d'État qu'évoquent à chaque fois nos analystes politiques. Ce que tentent de faire nos invités au plateau. Aller au-delà du simple coup d'État pour comprendre la situation, c'est ce à quoi invite Roger. Oui, le problème du Mali, c'est un problème qui dure depuis de dizaines d'années. Et donc, c'est pour ça que depuis une trentaine d'années, le Mali va de coup d'État en coup d'État. Et donc, il faut prendre le temps d'analyser les réels problèmes du Mali, les comprendre et aller vers des réformes qui puissent permettre au pays de retrouver la stabilité. Et nous devons prendre en compte le fait que ce vaste territoire, les 2 tiers de ce territoire sont incontrôlés. L'administration est absente. Il faut restaurer l'administration. Il faut faire en sorte que les populations qui sont des Touaregs, les Touaregs, les Bellas, les Sénoufos, les Malinqués, tous ceux qui sont là puissent s'entendre sur un minimum qui va gérer leur pays. Mais quand dans un pays vous avez des gens qui croient qu'ils ne sont pas, on ne les prend pas en compte dans le pays, vous restaurez ou vous ramenez des relents de revendications qui existent depuis de très nombreuses années. Mais la question centrale, comment on en est arrivé là? Le Mali était considéré comme un modèle de démocratie en matière de décentralisation. Le Mali a commencé cette expérience depuis quelques décennies. Comment subitement tout a chaviré? C'est pas subitement. Je vous parle d'une trentaine d'années. Mais avant les Pourquoi ça n'a pas fonctionné alors que le modèle démocratique était sur les rails? Oui, vous allez me parler de Kouranka Fouka, depuis 1400. Même pas là, depuis le vent de l'Est, les années 90. Non, le vent de l'Est, le Mali avait déjà connu des difficultés. Je crois que dans un passé récent, au cours d'un forum, j'ai eu cette discussion avec Théophile, où en ce moment le Mali était présenté comme modèle de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Avec alternance. Avec alternance. Et puis à l'époque, j'ai toujours tenu et maintenu à dire que le Mali était
fragile. Le Mali, comme beaucoup de pays, qu'on donnait un exemple, comme le Bénin à l'époque, qu'on donnait un exemple, je disais toujours que c'était une farce parce que tout était parti sur de mauvaises bases. Et c'est maintenant ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte d'inventer notre démocratie en tenant compte de nos réalités. Et vous savez, toute politique de développement qui continuerait par mettre à l'écart nos cultures, nos réalités socio-culturelles, n'aboutira jamais à un résultat. Et c'est ce que nous vivons dans tous nos pays. Tous nos pays sont fragiles. Tous nos pays sont fragiles. Et donc, nous devons gagner la bataille du Mali pour que ce succès se répande au niveau de tous les pays de la sous-région. Oui, je voudrais rebondir sur ce que M. Ouna a dit pour qu'on puisse analyser également le phénomène que nous appelons aujourd'hui l'extrémisme violent. Pourquoi les gens se radicalisent et puis arrivent à l'extrémisme violent? Ou pourquoi aujourd'hui on a un djihadisme qui sévit dans certaines parties de l'Afrique? C'est généralement par l'absence de l'État, de l'administration. Quand les populations se sentent frustrées, marginalisées et qui ne sont pas prises en compte dans les questions de développement, il y a des gens qui peuvent profiter de cette situation pour leur dire, écoutez, on ne s'occupe pas de vous. Donc on va vous préparer, on va vous donner ceci, on va vous faire le forage, on va vous mettre des situations ou créer des situations de développement pour vous. Et c'est comme cela que petit à petit, on amène la population à croire à un idéal possible, alors qu'on les prépare à autre chose. Et quand vous prenez les zones où il y a le djihadisme aujourd'hui au Mali, mais c'est des zones de rébellion, de vieilles rébellions. Bien sûr. Tout comme au Niger, c'est des zones de vieilles rébellions. Et donc ces rébellions ont été ressuscitées à un certain moment, entretenues et pour divers desseins. Et aujourd'hui, ces populations que l'on a appelées des populations radicalisées, qui sont devenues des djihadistes, revendiquent une partie du territoire ou une partie du pouvoir. Et cela doit être pris en compte. Et ce sont ces réformes-là, ces apaisements, ces remises en confiance de tout le territoire qui va amener à ce que les gens puissent collaborer ou se mettre d'accord pour créer l'unité, pour créer une nation. Mais tant que cet idéal de nation n'est pas là, on va avoir toujours des problèmes. Et c'est pour ça que depuis 30 ans, vous voyez qu'il y a des coups d'État, il y a des rébellions, il y a des apaisements. Est-ce que vous croyez en la théorie du complot, un projet de déstabilisation du Sahel opéré par l'étranger dominateur, en commençant par la destruction de la Libye, ensuite la fragilisation du Mali pour progressivement venir à la côte? Je n'y crois pas, mais je constate. C'est contradictoire. Non, je constate qu'il y a des petites poches, il y a des petites poches d'hégémonie qui sont en train d'être créées. Mais je constate que la France a participé à la destruction du Mali. Je constate que la France s'est précipitée pour venir à Kona, dire qu'elle est en train de combattre les djihadistes, et arriver à Kona après avoir bombardé la villa, a laissé les djihadistes filer par le fleuve Niger pour remonter. Je constate qu'après, Barkhane s'est installé dans le désert, mais le djihadisme a continué pendant toutes ces années. Je constate que d'autres nations se sont installées à d'autres parties du territoire. Je constate que le nord du Niger aujourd'hui est occupé par d'autres nations. Je constate que de nombreux pays créent de nouvelles bases. Quelle est l'intention cachée? Je veux comprendre. Quelle est l'intention cachée? Maintenant, c'est des constats. Monsieur Amoussou, ne peut pas appeler un chat un chat. Non, je constate que la France occupe une bonne partie
Et même si la France s'est retirée vers Gao, c'est à dessein aussi, également. C'est quoi le dessin? Oui, c'est de continuer à occuper une grande partie du territoire, à contrôler le nord du Niger et la zone des 3 frontières. Qu'est-ce qu'elle y gagne en contrôlant ces zones? Oui, mais c'est la présence. C'est la présence, sa présence pour pouvoir gérer tout. À partir du Sahel, on peut contrôler toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, Oulanyata, est-ce que le Sahel, est-ce qu'il est victime d'un complot international? Quand on sait que l'arrivée des Russes sur le territoire, depuis quelques semaines, il paraît que ça a commencé par donner des résultats probants, selon les autorités maliennes elles-mêmes, dans la lutte contre le djihadisme. Est-ce que ça amène à conclure que d'autres ont voulu détruire le Sahel pour leur propre cause? Détruire le Sahel, c'est trop dit. Ou rendre instable le Sahel? Exploiter le Sahel, oui. Vous savez, sur fond de manipulation, la France a réussi à liguer un certain nombre de pays contre la Libye, et ce qui a abouti à l'assassinat crapulé du président Muammar Kadhafi. Et cet assassinat a eu des incidences sécuritaires dans la zone. Mais cela n'a pas empêché la France de continuer par collaborer, parce que la France avait déjà des collaborateurs sur le terrain, et combattre ceux qui ne sont pas avec elle et collaborer avec ceux qui doivent l'accompagner dans son action à pouvoir contrôler une zone pleine d'uranium qui n'est pas encore exploitée. C'est un enjeu économique qui se joue. C'est un enjeu économique. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il se joue un enjeu économique et la France a réussi à avoir les pays d'Europe avec elle, mais malheureusement n'a pas réussi à avoir la Russie et la Chine, les deux pays ont juré ne plus tomber dans le piège de la France après le piège libyen. Et c'est d'ailleurs la chance de l'État malien aujourd'hui. Sinon, on aurait déjà capturé Goïta, ou du moins on aurait appris qu'il a été assassiné à l'issue des affrontements visant à l'arrêter. Et donc, je dis, nous n'allons pas partir en profondeur sur beaucoup de choses qui se font là-bas. Nous savons tous l'enjeu. Il nous revient d'être intelligent. Il nous revient d'être subtil et de savoir où nous allons. Et il revient à la France de comprendre qu'elle n'est pas l'ennemi des Africains. La France n'est pas l'ennemi des Maliens. La France n'est pas ennemie des Togolais, des Ivoiriens, en tout cas des populations de la sous-région. Les populations de la sous-région veulent que la France soit un bon partenaire. Et les partenaires se respectent mutuellement. C'est ce respect que nos États réclament. Sur le plan économique, les partenaires ne s'exploitent pas. Nos États ne veulent plus être exploités. Nos économies veulent disposer de leur monnaie et pouvoir faire leurs transactions correctement pour faire prospérer nos États. Oui, c'est tout. Et cette nouvelle qui vient de tomber concernant le Mali, je la prends en même temps que vous, le décès à 76 ans de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Je viens de l'apprendre au plateau, donc je partage avec vous. Décès aujourd'hui de Ibeka, dont on a parlé au cours de cette émission. Théophile Mouzou Acho, Ibeka s'en est allé. Oui, paix à son âme. Paix à son âme, mais c'est que il a laissé derrière lui un pays qui est en difficulté et un pays qui aujourd'hui est sous les sanctions de la CEDEAO. Et donc je me dis que nous pouvons que
lui souhaiter la paix et que Dieu, le très miséricordieux, ait pitié de lui. Oui, mais son décès en ce moment-là, est-ce que c'est un signe des temps quand même? Il aurait peut-être attendre un peu pour voir le tournant si les nouvelles autorités réussissent à orienter le Mali vers une vraie autodétermination, ou est-ce qu'on n'avait pas encore besoin de lui, au moins comme témoin, Roland Niatta? C'est une très mauvaise nouvelle. Je me disais que c'est une personnalité qui pouvait intervenir dans les jours à venir pour aussi orienter, parce qu'il détient les grands secrets du pays. Il connaît l'histoire du pays, c'est quelqu'un qui a fait une longue carrière politique. Il connaît la sous-région. Il était très fréquent à Lomé. Malheureusement, à un moment, il a été mal entouré, ce qui a agi sur sa gouvernance. Mais après le coup d'État, il a eu un comportement d'un homme sage. Il n'a pas trop tiré sur la corde. Il a réussi à collaborer avec ses frères militaires. Nous saisissons l'occasion pour adresser nos condoléances à tout le peuple malien et à sa famille. Nous devons saluer sa mémoire en sortant le Mali de ses difficultés actuelles. Que cette mort soit un message à l'endroit des responsables de la CEDEAO. Maintenant que les frontières sont fermées, est-ce que les autorités de la CEDEAO peuvent aller aux obsèques de Ibeka? Peut-être qu'ils vont, comme d'autres nations, violer le ciel malien ou demander à ce que, exceptionnellement, on ouvre les frontières. Peut-être que la mort de Ibeka voudrait interpeller également les chefs d'État de la sous-région pour dire « Voilà ce que vous faites de mon peuple. Vous mettez mon peuple à genoux. » Je le ressens du plus profond de mon cœur comme une douleur, un poignard que vous plantez dans mon cœur. Je ne peux pas supporter d'avance et je m'en vais. C'est peut-être un message à chacun d'interpréter à sa manière. Et donc, nous lui souhaitons la paix, mais également nos condoléances à tout le peuple malien. Pour quelqu'un qui a été plusieurs fois ministre, président de l'Assemblée, président de la République, grand conseiller de plusieurs chefs d'État de la sous-région et de beaucoup d'institutions. Je trouve qu'il part à un moment assez délicat pour son pays. Il aurait pu servir également à peut-être alléger ou à conseiller les uns et les autres pour qu'on puisse arriver à une situation plus acceptable, à la fois pour le peuple malien et pour la sous-région. Mais il part à un moment, personne ne prévoit la mort, personne ne sait à quel moment on peut appeler. Et donc, il peut être appelé à changer de vie, paix à son âme. 90, 87, 49, on va reprendre, renouer avec les téléspectateurs qui sont très très nombreux à vous écrire. 90 87 49. Bonjour chers panélistes, pensez-vous que le Mali va sortir vainqueur de ce bras de fer? Ne perdons pas de vue que c'est l'avenir de la France qui sera remis en cause dans cette victoire du Mali. Le Mali représente en ce moment même la Guinée de Sékou Touré à l'époque de la décolonisation en Afrique. Sa victoire servira de bon exemple aux anciennes colonies de la France qui vont rompre totalement avec le néocolonialisme français. Christophe depuis Atapamé. Roland Niatta, est-ce que vous voyez une deuxième décolonisation en train de s'opérer? Non, je pense qu'il faut sortir de ces expressions-là. Et il est question, je l'ai dit et je le répète, de négociation des partenariats et des partenariats responsables.
Et nos pays ne peuvent pas vivre en autarcie. Nous sommes appelés à travailler avec d'autres pays, à travailler avec des opérateurs économiques d'autres pays, des investisseurs d'autres pays. Mais cela doit se faire dans les règles établies et acceptées par tous, dans les règles dans des situations qui profitent à toutes les parties. Et le partenariat ne doit pas être source de nuisance. Le partenariat ne doit pas être source d'instabilité généralisée. Ça fait des années que nos pays sont sous le coup de l'instabilité créée savamment pour exploiter nos richesses. Oui, mais c'est ce que vous dites, vous parlez de partenariat, mais quand Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, était au Congo récemment pour se plaindre de cette situation, il a estimé que la Russie et la Chine sont en train de venir prendre leurs choses parce qu'ils ont une vieille tradition avec les pays africains. Oui. C'est en ces termes. Oui, c'est en cela également. Je pense qu'il y a des élections en France bientôt. Les débats, j'ai suivi un peu l'évolution des débats. Il y a beaucoup d'hommes politiques français qui commencent par réfléchir autrement et par réfléchir au fait qu'il faut renégocier le partenariat avec l'Afrique. Donc, il faut sortir de cet esprit-là. Jean-Yves Le Drian doit sortir de cet esprit de propriété et de certains pays d'Afrique. La France, nous n'appartenons pas à la France, mais nous acceptons être des partenaires de la France. Finalement, est-ce que la témérité malienne va faire tache d'huile dans la sous-région ou peut faire tache d'huile dans la sous-région, Théophile? Oui, la résistance même des autorités de transition à se dire que voilà ce que nous proposons, il faut qu'on discute. Et l'adhésion de la population à ce que l'autorité de transition vient de décider fait déjà des émules. Les Guinéens vont suivre les pas des Maliens. Et dans la sous-région, vous ne pouvez pas prendre ou ignorer les tentatives de coup d'État qu'il y a eu au Mali, au Burkina Faso, tout récemment. Ça va déteindre également sur le Tchad, ça va tomber sur certains autres pays dans la sous-région. À chaque fois, si les gens ne peuvent pas prendre le pouvoir, ils vont être assez critiques vis-à-vis des autorités qui sont en place et voir comment les amener à revoir leur prise de position vis-à-vis de la France et des autres nations. Dans la sous-région, je crois que la Côte d'Ivoire va être secouée un peu par des revendications dans les prochains mois, et tout comme le Burkina a été secoué déjà. Et la prise de position du Niger, du président du Niger, la dernière semaine, par rapport à la décision de la CEDEAO, a ramené dans les discussions cette déclaration d'il y a 6 mois. Et donc, il est très critiqué aujourd'hui sur le territoire. Et les gens se demandent s'il n'est pas un peu sous l'influence de la France en prenant une telle décision. Parce qu'en juillet dernier, il avait dit « Nous ne pouvons pas fermer les frontières aux Maliens parce que nous sommes un même peuple. » Et la dernière fois, il a entériné les décisions. Et la population nigérienne est aujourd'hui très remontée également contre cette décision. Mais finalement, on a peu entendu l'Union africaine dans ce dossier. Où est-elle? Que fait-elle, Ourouagnata? Bon, on attend. Et je pense que l'Union africaine sera certainement aussi un recours tactique pour la CEDEAO. C'est pour ça que je dis on a toutes les voies pour pouvoir régler ce problème. L'Union africaine étant au niveau supra pourrait intervenir pour concilier les points de vue. Mais est-ce qu'elle ne s'est pas disqualifiée avec la gestion de la crise tchadienne
dans laquelle elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Elle aussi, elle peut toujours se rattraper. C'est vrai que l'ONU, la France est allée trop vite et l'ONU a déjà pris position. Antonio Guterres a déjà demandé aux autorités maliennes de proposer un calendrier acceptable. L'Union africaine peut encore rentrer en jeu pour faciliter aussi les relations entre la CEDEAO et le gouvernement malien. Mais ce qui est clair, les diplomates sont déjà en action, à pied d'œuvre. Il y a des diplomates qui sont déjà à Bamako. Il y a des Maliens qui sont déjà hors du Mali pour discuter. Je pense que dans les prochains... Malgré les frontières fermées. 90, je pense que dans les prochains jours, on aura une... 90, 88, 10. Bonjour, chers invités. À la place de la CEDEAO, qu'auriez-vous fait après la décision de la junte de prolonger la transition? Question simple et directe. Théophile Amouzou. Oui, si j'étais responsable de la CEDEAO, je crois que j'allais décider qu'on aille dans des discussions, dans des négociations avec la junte pour qu'on puisse réviser ce calendrier qui sont proposés pour voir est-ce que nous ne pouvons pas aller à l'essentiel. À l'essentiel, faire les réformes et organiser dans un délai raisonnable les élections, de manière à ce qu'on ne peut pas tout parachever. La crise existe avant que vous n'arriviez. Est-ce que vous pensez que dans les 5 ans, vous pouvez régler ce problème? Autant faire de manière à ce que votre œuvre grandiose que vous êtes en train de faire soit parachevée par d'autres personnes. Et c'est dans cette posture-là que j'allais être si j'étais responsable de la CEDEAO. Non, je pense qu'il faut faire une précision. La junte n'a jamais décidé de prolonger la transition de 5 ans. Non. La junte a soumis les résultats d'une concertation nationale et qui propose un intervalle de temps pour la réalisation des réformes et des actions sécuritaires et tout ce qu'il y a à faire avant d'organiser des élections crédibles. C'est ça. Couronné par la présidentielle. Couronné par la présidentielle. Il y a des élections avant la présidentielle. Avant la présidentielle. Avant 5 ans. Pourquoi la CEDEAO n'a pas tenu compte de ça? Justement, c'est là où nous ne comprenons pas cette réaction de la CEDEAO. Ah oui, mais ce téléspectateur, Pascal Akara, lui semble comprendre. 90 09 33, on va le lire. 90 09 33. Vous, Nanyata, suivez attentivement. Mais salutations à vos invités. Disons clairement les choses. Les sanctions contre le Mali, c'est le fait de la France. La CEDEAO n'est qu'un exécutant. Ce qui fait rougir la France, c'est la peur de perdre son influence au Mali au profit d'une autre puissance, comme ce fut le cas en Centrafrique. Les élections, à la va-vite, ce n'est pas la solution au Mali. Ça, la France le sait. Tout ce qu'elle veut, c'est de passer par des élections pour placer un plantain au pouvoir, un pantin au pouvoir. Je me demande même si en Afrique, les civils ne sont pas mieux... je me demande si en Afrique, les civils sont mieux au pouvoir que les militaires. Que la France revoie sa politique en Afrique, c'est tout. Pascal, depuis Cara. Je m'en tiens à sa dernière phrase. Le reste, c'est son commentaire. J'ai mon opinion à moi. Mais que la France revoie sa politique en Afrique. Théo? Oui, il en est de même pour toute nation qui intervient en Afrique, qu'ils agissent en partenaire avec les pays africains. Et que la gouvernance, la bonne gouvernance puisse exister dans nos pays. Et que les dirigeants gouvernent nos pays ou dirigent nos pays dans l'intérêt général du pays. Et c'est surtout ça que nous devons appeler de tous nos voeux, que nos pays soient gouvernés par des gens libres, élus, pour pouvoir gérer les pays dans l'intérêt des populations. Alors, on va prendre un dernier message, 99 98 13, 99 98 13. C'est Gide Ntonji depuis Baguida à Lomé pour les sanctions prises contre la junte. J'ose croire que c'est provisoire et qu'elles seront levées. C'est juste pour faire pression sur la junte afin qu'elle puisse revoir son agenda. La CEDEAO est dans son rôle, mais disons la vérité, la CEDEAO a échoué dans sa mission politique.
est aux mains des présidents qui n'ont aucune ambition pour cet instrument. 5 ans, c'est trop puisqu'il faut instaurer au Mali des institutions fortes, bien verrouillées, que nul ne pourra tripatouiller après. Ne craignez-vous pas que ces militaires s'accrochent au pouvoir une fois qu'ils prendront goût? Théophile? Oui, est-ce qu'il faut prendre goût au pouvoir? Il peut prendre goût, mais la population malienne est très forte. Bien sûr. Elle sait comment se mettre debout pour pouvoir stopper un dirigeant qui ne répond pas à ses préoccupations. La preuve en est qu'ils ont su mettre à genoux Ibeka, et puis la junte est venue parachever le travail. On va conclure notre émission. Au vu de tout ce qu'on a dit, par où la solution peut venir pour résoudre le problème des sanctions et remettre le Mali au centre du développement? Bien avant, j'aimerais dire tout simplement que si la junte voulait s'éterniser au pouvoir, en tout cas si le Goïta voulait s'éterniser au pouvoir, il allait laisser Diao au pouvoir et se préparer pour les élections. Bandao au pouvoir et se préparer pour les élections. Ils sont bien conscients que tous ceux qui participent à une transition n'ont pas la possibilité de participer, d'être candidats aux élections. C'est un fait. Bon, la solution, c'est le dialogue, c'est la concertation entre la CEDEAO et les autorités maliennes et la médiation qui pourrait intervenir de l'Union africaine et de l'ONU. Donc, c'est dans ce schéma-là qu'on peut trouver quand même une solution en tenant compte des préoccupations. Merci, chers invités, d'être passés au plateau et décrypter cette actualité malienne. Nous remercions Magloire Adoko qui a assuré la réalisation de cette émission. Sylvain Tata Adjibli pour la coordination technique. Seignon Amaglo était au niveau des réseaux sociaux. Caméra Thomas Choi, merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.